Bienvenue dans Science Fiction sur Mediapart pour une nouvelle édition consacrée à l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, nous avions déjà parlé il y a un an tout juste avec Claire Voisin, professeure au Collège de France, informaticienne, qui nous avait fait plonger dans sa cuisine algorithmique, comme elle expliquait. Nous étions donc rentrés dans l'intelligence artificielle par sa pratique quotidienne, comprendre ce que signifie écrire un algorithme et quelles hypothèses il faut faire pour cela. Nous allons approfondir aujourd'hui cette réflexion pour essayer de nous plonger dans l'épistémologie de l'intelligence artificielle. Le terme ne doit pas faire peur. Par épistémologie, on va surtout essayer de réfléchir aux présupposés qu'il y a, aux aspects idéologiques, aux aspects de philosophie de la connaissance, qu'est-ce que c'est que comprendre, qu'est-ce que c'est que prévoir, qui est sous-entendu dans l'intelligence artificielle. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Guillaume Wisniewski. Guillaume, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Sud, spécialiste d'intelligence artificielle et en particulier spécialiste de la traduction automatique. Exactement. Voilà, vous nous expliquerez les progrès qu'a permis l'intelligence artificielle en ce domaine. Et Hubert Krivine. Hubert, bonjour. Bonjour. Hubert Krivine, vous êtes physicien, vous étiez également à Paris-Sud, vous avez été collègue autrefois, et vous êtes l'auteur d'un livre qui nous amène à vous recevoir aujourd'hui, Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre, chez Cassini, qui vient de sortir. Et ce livre est justement une réflexion plus théorique sur l'intelligence artificielle. Donc nous avons un praticien, un théoricien, ce qui va donner l'intérêt à cette émission. Hubert, comment se fait-il qu'un physicien, le physicien que vous êtes, s'est intéressé à l'intelligence artificielle ? Non, mais je crois que derrière le physicien, il y a aussi le citoyen. Et je crois que beaucoup de citoyens maintenant entendent sans cesse parler d'intelligence artificielle. Et donc c'est tout à fait normal de s'intéresser à ça. Alors en plus, bon, j'ai une vision dû à ma formation ou à ma déformation de physicien sur cette question-là, qui peut apporter peut-être un éclairage un peu particulier. Voilà, donc c'est ça que j'explique. Alors on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, on nous parle toujours des progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle. Il semble que dans votre domaine, la traduction automatique, ce n'est pas exagéré de parler de progrès phénoménaux. Oui, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui un système de traduction automatique, donc Google Translate par exemple, on arrive à avoir des traductions d'une qualité qui était inimaginable il y a quelques années seulement. Et donc on a vraiment un bond qualitatif assez important où on a maintenant des systèmes qui sont utilisables dans la plupart des cas. Dans la vie quotidienne, il y a plein de situations où on peut s'en sortir. C'est tout à fait concevable de partir dans un pays sans connaître la langue, juste avec Google dans sa poche et arriver à échanger, au moins à s'en sortir sur les directions, le repas, visiter une exposition sans trop de soucis. Donc au moins dans la vie, j'ai envie de dire, quotidienne, il y a tout un tas de systèmes, de situations dans laquelle la traduction automatique marche, tout simplement, et avec une efficacité qui fait même peur à certaines personnes. Les traducteurs, par exemple. Les traducteurs, c'est vrai que pour avoir beaucoup travaillé sur la question et avoir discuté avec beaucoup de traducteurs, en général, quand on arrive en face d'un traducteur et qu'on dit « Bonjour, je fais de la traduction automatique », la première réaction est plutôt une réaction de peur, en mode « Est-ce que tu vas me piquer mon travail ou pas ?» Et on a vraiment un dialogue qui se fait pour dire que effectivement, il y a tout un tas de traductions qui aujourd'hui peuvent être automatisées, tout un tas notamment de traductions entre guillemets commerciales quand il faut traduire des contrats, des textes très simples, très réguliers. Et c'est malheureusement le travail de beaucoup de traducteurs. Et des discours d'hommes politiques. Et des discours d'hommes politiques aussi. Et on a besoin de dialoguer. Enfin, c'est vrai, donc la première réaction c'est quand même une réaction de peur. Et les traducteurs se rendent bien compte que en fait, on peut leur fournir des outils qui vont leur simplifier la vie, qu'on a quand même toujours besoin dans plein d'autres domaines d'une vraie traduction humaine, une traduction fine, une traduction avec des jeux de mots, des connaissances plus précises, des traductions d'une plus grande qualité, et qu'en fait, ils peuvent utiliser, et ça fait d'ailleurs longtemps qu'ils utilisent des outils, alors pas forcément l'intelligence artificielle, mais au moins des outils d'analyse statistique, qui leur permettent, par exemple, de construire ce qu'on appelle des mémoires de traduction, qui leur permettent de vérifier leur orthographe quand ils écrivent, et ainsi de suite. Hubert, cet exemple de la traduction automatique, vous le reprenez dans le livre, et vous le prenez comme exemple de ce que vous appelez prévoir sans comprendre. Pour vous, c'est des caractéristiques de l'intelligence artificielle, elle ne comprend rien à ce qu'elle décrit, mais elle permet de prévoir efficacement. Peut-être je voudrais préciser quelque chose sur le titre lui-même, intelligence artificielle. Je crois que dans une certaine mesure, c'est une escroquerie commerciale. C'est-à-dire, ça laisse croire que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'insuline artificielle, c'est-à-dire la même pour se traiter les diabétiques, c'est-à-dire la même chose que l'insuline, mais en mieux. L'intelligence artificielle, c'est pas la même chose que l'intelligence humaine et en mieux. C'est autre chose. Bon, extrêmement utile, je reviens pas là-dessus, c'est bien connu, mais il y a une différence. Alors peut-être il faut dire ceci. On distingue classiquement deux types d'intelligence artificielle, la faible et la forte.
La faible, elle marche très bien maintenant. C'est la traduction, c'est même la conduite automatique de voiture, etc. Bon, ça marche assez bien. La forte, c'est l'intelligence humaine tout court. Et le passage de l'un à l'autre est absolument pas évident. Pour la faible, je disais, c'est la conduite de voiture. La forte, ce serait quoi? Ce serait elle qui dit non pas comment tu vas d'un point A et d'un point B que tu as donné, mais quel est le point B que tu vas atteindre. Et la machine va dire, ah écoute, tu es fatigué un peu aujourd'hui, il faudrait que tu ailles au cinéma, ce type de film, tu devrais le voir, etc. etc. Ça, ce serait de l'intelligence forte. Bon, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est pas la même chose. Bon. Dire simplement, peut-être on reviendra là-dessus, c'est que pour l'instant, l'intelligence artificielle faible fonctionne essentiellement par induction. Alors, si on pouvait définir l'induction, il faut dire ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire le soleil se lève un jour, à l'ouest, le lendemain il se lève à l'est. Je vais le dire de façon abstraite, puis je vais me faire engueuler. Si une propriété est vraie de 0 à n, et si n est grand, alors elle est vraie encore pour n plus 1. Alors de façon pratique, effectivement, ça veut dire si le soleil se lève à l'est tous les jours, il a toujours fait ça, il fera ça demain. Si on poursuit un peu le raisonnement, mes parents sont vivants, ils ont toujours été vivants, ils sont vivants demain. Moi, je suis vivant. Bon, dans la vie quotidienne, en fait, l'induction permet de faire beaucoup de choses, mais il ne permet pas de prévoir. Alors comment on utilise l'induction dans l'intelligence artificielle? L'induction dans l'intelligence artificielle, c'est justement une forme d'utilisation. Si vous voulez, l'intelligence artificielle collectionne des millions et des millions de données. Elle peut les mettre ensemble, elle peut établir des tas de corrélations tout à fait inconnues, inouïes, et elle confond en un certain sens la corrélation et la causalité. Alors, les gens ne font pas cette erreur de raisonnement, mais en pratique, ça revient quand même à ça. Un exemple, la crise de 2008 économique a été très mal prévue par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les données sur lesquelles elle s'appuyait étaient des données banales, des données habituelles. Or, il y avait eu des changements colossaux qui n'étaient pas dans les données, et l'intelligence artificielle a capoté. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inouï, de non prévisible si j'ose dire, l'intelligence artificielle ne marchera pas. Bon. Est-ce qu'il y a des exemples dans le domaine de la traduction de ces données avec des événements inouïs, imprévisibles, qui vous poseraient problème? Alors pas forcément dans la traduction, mais donc c'était un exemple assez récent en fait. Donc plus généralement, donc tout ce qui est traitement des langues, donc un système qui a été développé assez récemment, donc c'était par Microsoft, donc de ce qu'on appelle les chatbots, des systèmes de dialogue où on peut dialoguer avec la machine. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que donc Microsoft a laissé le système dialoguer avec des utilisateurs, et très vite le système a commencé à tenir des propos racistes. Et donc ça fait partie aujourd'hui des grands problèmes que traite la communauté du traitement automatique des langues, d'essayer justement de détecter, de corriger les biais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pourquoi le système... Oui, c'est juste que donc ce sont des systèmes qui, on va dire, qui sont appris à partir de données, donc qui réutilisent des données qui existent, et on s'est rendu compte que malheureusement les données qui sont produites sur Internet, il y en a quand même très très vite énormément de propos racistes, de propos homophobes, et ainsi de suite. Et que un système qui va apprendre à partir de ces données, qui va ne connaître que ces données pour apprendre entre guillemets à parler et à dialoguer, va très vite ressortir des propos racistes et homophobes. C'est pas la machine qui est raciste. Voilà, c'est la base de données. Et donc une des grandes questions qu'il y a aujourd'hui, c'est de voir que dans les données qu'on fournit pour apprendre justement aux ordinateurs à comprendre la langue, il y a des biais, notamment des biais sur le genre, des biais sur la race, et c'est un vrai problème d'arriver à détecter et à corriger ces biais pour obtenir des algorithmes entre guillemets plus justes qui ne vont pas entre guillemets partir de travers très rapidement. Vous évoquiez, Hubert Krivine, la corrélation n'est pas causalité, et il y a des exemples pittoresques de cela, et même assez amusants. Je peux vous en donner deux, si tu me laisses le développer un tout petit peu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est posé le problème du blindage des avions anglais, contre la flak allemande. Et puis l'idée, c'est que si tu blindes beaucoup, l'avion est trop lourd, il n'est pas manœuvrable. Si tu blindes pas assez, l'avion est fragile. Et on a donné à un mathématicien en fait hongrois qui s'appelait Abraham Wald le calcul à faire. Donc on lui a donné plein de données statistiques sur le nombre d'impacts par centimètre carré sur les avions anglais. Et on a vu que le nombre d'impacts par centimètre carré était à peu près constant partout, sauf au moteur. Le moteur avait peu d'impact. Et donc il a conclu quelque chose de bizarre. Il a dit donc il faut blinder le moteur. Ça a étonné un peu tout le monde. Et le raisonnement est très simple. Il a dit en fait il devrait y avoir autant d'impact par centimètre carré sur le moteur que sur le fuselage. S'il y en a moins, c'est que les données sont biaisées.
C'est-à-dire que les avions touchés au moteur ne sont pas rentrés. Donc ils échappent à la statistique. Et là, on voit bien que quel que soit le nombre de données, on arrivera à des conclusions fausses. Donc il ne faut pas croire que l'accumulation des données est nécessairement un gage si le raisonnement n'est pas bon. Le raisonnement est essentiel. Second exemple. Deuxième exemple, oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais il me plaît beaucoup. C'est une revue sérieuse, je pourrais vous donner les références, a montré que dans les familles qui avaient des chiens, les gosses développaient peu d'allergies. D'où on a conclu que le chien, contrairement à une opinion répandue, le chien permet d'éviter l'allergie. Bon, on a seulement observé dans le même article, c'est intéressant, que dans les familles où les gosses fréquentaient des chiens, mais n'avaient pas de chien en permanence, il n'y avait pas cet effet anti-allergique. Et c'est resté comme un point d'interrogation. Si on réfléchit 3 minutes, on voit qu'il y a une explication possible, c'est que les données sont biaisées. En effet, quand dans une famille, vous avez des chiens et des gosses, et que les gosses sont allergiques, en général, on évacue soit les chiens, soit les gosses. Bon, en général, évidemment, c'est les chiens qu'on évacue. Donc les familles qui vivent en permanence avec chiens et gosses sont des familles triées, parce qu'on a éliminé les chiens quand les gosses étaient allergiques. Bon. Et par contre, quand les gosses fréquentent des chiens en dehors de la famille, les biais, ça n'est plus biaisé et l'effet n'existe plus. Donc c'est un très très bon exemple. Là encore, on peut avoir une statistique immense, ça ne permettra pas de conclure si on ne réfléchit pas. Bon, peut-être tout à l'heure. Comment on fait quand on traite les données qui vont servir à développer des processus d'intelligence artificielle pour sortir les fausses corrélations, les corrélations parasites en quelque sorte? Quels sont les moyens pour... Déjà, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire tout le temps. D'accord. L'idée, quand même, donc, de toutes les méthodes qu'on développe aujourd'hui, c'est d'analyser les données. Donc de dire, plus on a de données, plus on va être capable de sortir des résultats. Et c'est donc la première étape. Donc on va amasser beaucoup de données. Et après, on va se donner ce qu'on appelle une fonction objective, donc un critère qui va mesurer la capacité à apprendre. Et notre seule manière de savoir si l'algorithme marche ou pas, c'est de savoir si on améliore ce critère. Donc par exemple, on a un critère qui mesure la qualité d'une traduction automatique. Ça s'appelle le score bleu. Plus le score est élevé, meilleure est la traduction. Au moins, c'est comme ça que nous, on formule le problème. Et le fait d'avoir un objectif, entre guillemets, mathématique, quantifiable, c'est ça qui va permettre de développer des algorithmes qui vont, derrière, choisir les paramètres d'un programme qui va mieux traduire. Et la question, c'est, cet objectif, en fait, il est biaisé, il est critiquable, et ainsi de suite. Et ça, c'est des questions qu'on va, entre guillemets, pas du tout traiter. On travaille dans un cadre qui est très précis. Donc c'est peut-être pour ça que moi, j'aime peut-être pas trop le terme intelligence artificielle. Ce qu'on fait, c'est de l'apprentissage statistique. D'accord, là-dessus tous les deux. Voilà, on a des données, on a un critère objectif que la communauté définit. Et tout ce qu'on va essayer de faire, c'est développer un programme qui, à partir des données, va essayer de trouver la meilleure valeur possible de cette fonction, de cet objectif. Si pour trouver pour améliorer l'objectif, on va utiliser des corrélations, on va se baser sur des corrélations. Si les corrélations sont vraies ou fausses, intéressantes, pas intéressantes, à la limite, peu importe. La seule chose qui va guider mon algorithme, la seule chose que je vais essayer de faire, c'est de maximiser mon objectif. Alors, je vais peut-être donner un exemple très très simple, un peu jouet, c'est de dire, si mon objectif, c'est d'identifier parmi plein de photos les photographies d'une personne donnée, je peux imaginer utiliser des critères sur le type de photo, ce qui est photographié, et ainsi de suite. Et ça se trouve, mon algorithme, en fait, tout ce qu'il va détecter, c'est que la personne utilise un appareil particulier qui a un pixel donné qui est cassé, et que donc, sur ce pixel donné, toutes les photos, ce pixel va être égal à 0. Et donc, arriver à trouver la bonne réponse dans tous les cas, en se basant uniquement sur quelque chose de fortuit. Okay. Donc ça va marcher. Par rapport à mon objectif, je vais donner la bonne réponse et je vais être extrêmement content. Et en tant qu'ingénieur ou que chercheur, je suis très content, j'ai un système qui marche. Par contre, je veux dire, c'est absolument pas intelligent. C'est vraiment quelque chose de complètement un hasard, pas du tout généralisable. Mais artificiel. Voilà, c'est très artificiel. Mais ça va marcher. Donc, je crois qu'il faut distinguer, je suis d'accord avec ce que tu dis, bien sûr, mais corrélation, causalité, c'est pas la même chose, et ça, tout le monde le sait. Quand même, il faut espérer. Ceci dit, dans les corrélations, il faut distinguer celles qui sont purement aléatoires, dues au hasard. On en montrera plusieurs, mais par exemple... Oui, il y a un exemple comique aux États-Unis. L'âge de Miss America et le nombre de gens tués par brûlure. Bon, voilà, il y a une corrélation qui a l'air plein d'autres, il y a des sites entiers là-dessus. Ça, c'est des corrélations par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire par hasard? Ça veut dire que vous disposez aujourd'hui, dans le monde, à l'instant T, des milliards d'événements se produisent, des milliards.
Et puis des millions de ces événements sont répertoriés quelque part dans les big data aujourd'hui. Bon, en triant bien, c'est bien le diable si on ne trouve pas deux événements qui se ressemblent en un certain sens. Mais c'est purement fortuit, purement par hasard. Alors maintenant, il y a des tas d'autres corrélations qui ne sont pas du tout par hasard, mais qui ne sont pas non plus causales. Quand une corrélation n'est pas causale, peu importe pour certains, elles permettent de prévoir et on s'en fiche. Pour les assurances, par exemple, on se fiche éperdument de savoir si la corrélation est causale ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il n'a pas attrapé voilà. souris. Je vois que tu parles bien chinois, effectivement. C'est ça. C'est une citation de Deng Xiaoping que tu rapportes avec... C'est ça. Bon, ça dépend ce qu'on veut faire. Cette citation est d'une vulgarité extraordinaire, mais bon, pour un flic, c'est bon. Voilà. Alors, donc, la corrélation, si elle est vraie, elle peut très bien ne pas être causale. Comment distinguer une corrélation non causale d'une corrélation causale ? Je vais vous donner un exemple très bête. À chaque fois qu'il y a une tempête, l'aiguille du baromètre baisse. Bon. Alors, c'est la tempête, ça va dans quel sens ? Comment savoir si c'est le baromètre qui a causé la tempête ou l'inverse ? Une façon très simple, c'est de tourner l'aiguille du baromètre et de voir si la tempête se maintient, etc. Bon, là, évidemment, c'est un exemple complètement trivial. Donc, on peut quand même, avec des corrélations vraies, mais non nécessairement causales, dans certains cas, essayer de savoir quand elles sont causales. Et ça, c'est un des problèmes de l'intelligence artificielle. Mais bon. Il y a une expression sur laquelle vous revenez souvent pour désigner l'accumulation de données à partir desquelles on va chercher à établir des corrélations. C'est la carte n'est pas le terrain. Voilà. D'où vient cette expression et que elle fait penser à Houellebecq, la carte et le territoire, mais je ne pense pas que ça soit là la référence utilisée. Je vous donne la référence, j'ai oublié le nom, c'est dans le bouquin, le nom de la personne qui l'a sorti, c'est la guerre de 14. Officiellement. Non, je crois que c'est un officier français. Français. Dont l'unité a été victime de Teuton, qui était planqué dans un chemin creux et qui a décimé son unité. Lâche Teuton. Voilà. Lâche Teuton, exactement. Et pourtant, ils n'étaient pas sur la carte. Donc la réflexion du gars, ça a été, mais la carte n'est pas le terrain. Et ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, c'est ça. Et là, on rentre dans un domaine qui est très compliqué, qui est un peu l'idée suivante. Est-ce qu'on peut réduire notre connaissance du monde à une connaissance pixelisée, c'est-à-dire à une suite de 0 et de 1, extrêmement grande évidemment, mais presque infinie? Bon, c'est une question un peu philosophique. Mon opinion serait plutôt de dire non. Mais enfin, disons-le sous une autre forme. Je prends la prise de la Bastille en 89, si mes souvenirs sont exacts. En dernière analyse, c'est le fait d'hommes qui ont pris des pierres. Tout ça, c'est des molécules. Bon, est-ce qu'on peut expliquer la prise de la Bastille par l'interaction molécule-molécule ? Personne de très sérieux va se lancer là-dedans. Bon, alors c'est un petit peu... Ça, ce serait l'exemple d'un réductionnisme inouï. Mais il me semble que c'est un peu du même genre, avec cette histoire de croire qu'on peut rendre compte du terrain avec une suite de 0 et de 1. Si tu me laisses une minute, mais je sens que tu n'es pas pour... Ça demandait tellement gentiment. Ah, alors... on m'a dit, oui, mais d'accord, la carte n'est pas le terrain, mais quand toi tu regardes un terrain, tu as une photo, et ta photo dans tes yeux, elle est pixelisée par tes cônes et tes bâtonnets, quelques millions. Et nous, on fait encore mieux en informatique, on en fait je ne sais pas combien de pixels. Oui, seulement le terrain ne se réduit pas à sa vue pixelisée. Il y a infiniment d'autres choses dans un terrain. Il y a sa poésie, son histoire, ce qu'il y a en dessous, les champignons, la terre, etc., la poésie correspondante. Et donc ça, je doute fort qu'on puisse jamais en rendre compte avec des 0 et des 1. C'est ça, la carte n'est pas le terrain. Et ça s'applique en médecine, évidemment. Guillaume Wistecki, ça vous parle, cette idée de carte et de terrain Oui, donc si je reprends l'exemple, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'effectivement, donc, alors, je vais faire de manière un tout petit peu plus simple et moins poétique, c'est de dire si on a une photo, je dois demander à un ordinateur d'analyser une scène visuelle, il y a énormément d'informations. La couleur du pull, la présence de lunettes sur des personnes, si je regarde ici tous les livres qu'il y a autour de moi, c'est des informations qui sont présentes à mes yeux, et pourtant mon cerveau va les ignorer. Je suis capable, moi en tant qu'être humain, de sélectionner très vite les quelques informations qui vont me permettre de prendre les décisions, d'interagir avec vous sans aucun problème. Pour un ordinateur, n'a pas la capacité de faire ça. Pour un ordinateur, tous les pixels ont exactement la même importance, et lui dire, dans ce cas-là, c'est important de regarder s'il y a des champignons sur le terrain, ou s'il y a le titre des livres qui est autour de moi, et dans ce cas-là, c'est absolument pas important, c'est un vrai problème. Et c'est la vraie difficulté de la compréhension de manière générale, je vais essayer d'éviter le mot intelligence artificielle, de dire qu'en fait, quand on a une phrase, on a toujours des milliards de sens possibles à chaque phrase. Si je prends, je mange une phrase toute simple, je mange une pizza avec des anchois,
Il y a plein d'interprétations possibles. C'est soit j'ai mes anchois sur la pizza, soit j'ai 2 anchois dans la main et j'essaye désespérément d'attraper des morceaux de pizza avec. Et ça, soit je suis très méchant. Ça. Voilà. Soit je suis très méchant avec les personnes avec qui je suis en train de manger, je les traite d'anchois. Et ça, pour un être humain, il n'y a aucun problème. Bien sûr. C'est quelque chose qui est extrêmement naturel. Pour la machine, les 3 sens, les 3 interprétations possibles sont au même niveau. Il va falloir être capable de lui fournir des connaissances, de contextualiser, effectivement, de lui fournir des connaissances. Et ce n'est pas forcément des connaissances qu'on va être capable d'acquérir avec énormément de données, parce que ce sont vraiment des connaissances au niveau du monde. L'idée de dire que des anchois, ça ne sert pas à manger une pizza, je ne suis pas sûr. Ou alors, en tout cas, il va falloir beaucoup de données pour être capable de les sortir. Et la machine, quand elle voit cette phrase, va voir les 3 sens et va hésiter entre les 3 sens, va devoir choisir entre les 3 sens, alors que pour un être humain, il lit la phrase sans aucune difficulté et comprend exactement le sens directement. Et donc c'est une énorme difficulté d'être capable de dire quel niveau d'information, quelle information extraire pour arriver à raisonner, prendre des décisions et interagir. Alors la solution que vous proposez, c'est avoir plus de données pour analyser encore plus. Vous êtes assez sceptique sur cette idée? Non, ça va évidemment améliorer plus de données. C'est potentiellement une solution. Peut-être qu'un jour on aura suffisamment de données, donc c'est une piste de recherche. Et ces dernières années, effectivement, comme dit, on l'a rappelé en début d'émission, la traduction automatique s'est énormément améliorée. Et c'est amélioré d'une part avec les algorithmes et la recherche qui a été faite, mais surtout parce qu'on a accès à beaucoup plus de données. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui de savoir ou que quelqu'un sache si on a atteint toute la connaissance qu'on peut extraire, au moins par la traduction automatique avec les données. Sinon, après, il y a une autre source d'information qu'on essaye d'utiliser aujourd'hui, qui est d'inclure la connaissance du monde. Des a priori et des connaissances, d'autres sources d'informations. Et comment on formalise la connaissance du monde? C'est une question ouverte. Une question ouverte. On essaye. C'est-à-dire que pour l'instant, la machine n'a aucun, ce qu'on appelle le sens commun, elle en est totalement dépourvue. Savoir qu'un objet, quand on lâche, il tombe, qui peut être gros, petit, enfin, toutes ces histoires-là, la machine ne sait pas ce que c'est. Donc là, il y a un mode d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire la machine fait une série de tests et en fonction du résultat des tests, elle corrige son algorithme, disons-le pour simplifier. Bon. On peut penser qu'un gosse qui apprend un langage, il l'apprend par renforcement. Il ne s'appuie pas d'abord la grammaire, etc. Et ça, il ne connaît pas. Ce qui compte, c'est ses parents, les sourires des parents, les adultes, etc. Bon, très bien. Donc un gosse est capable de reconnaître un hippopotame sur une série de photos d'animaux. La machine aussi, elle fait ça très bien. Sauf que, je suis désolé pour mon cher collègue, pour que la machine reconnaisse un hippopotame, il faut lui avoir montré des millions et des millions de clichés. Un gamin de 3 ans, on a montré 2-3 hippopotames, il va le reconnaître, la tête en bas, les pieds en l'air, en rouge, en bleu, etc. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est véritablement miraculeux, qu'on ne sait pas faire. Miraculeux, vous avez employé le mot miraculeux. Il y a quand même... Alors... Bon, ça, on rentre dans un domaine qui est très complexe, savoir comment ça marche tout ça. On peut toujours dire que les adultes ont une conscience faite par renforcement, si j'ose dire, mais c'est pas renforcement qui a lieu. Si on prend un cerveau d'adulte, il n'est pas âgé de 10 ans plus 9 mois. Hein. Il est âgé de 10 ans plus 3 milliards d'années. Bon, donc il a fallu l'évolution biologique, avec toute la théorie de l'évolution. Il a fallu qu'il se développe comme ça. Et la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui explique que l'évolution n'est pas finalisée. L'évolution est un résultat. Bon, on n'a pas cherché à créer un homme intelligent et beau comme le sont la plupart des hommes. Ça arrive comme ça. Bon. Et pour que ça arrive comme c'est, l'évolution est passée par toute une série d'étapes dont l'écrasante majorité est inutile, enfin apparemment inutile. Mais n'empêche qu'à long terme, ce type de développement buissonnant est extrêmement utile, infiniment plus efficace qu'un développement finalisé. L'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose de finalisé. C'est-à-dire, à court terme, c'est beaucoup plus efficace, mais à long terme, c'est infiniment moins efficace que le développement buissonnant. Je crois que c'est une des faiblesses, disons, peut-être provisoires de l'intelligence artificielle. Ça ne peut pas être une approche théorique, c'est de s'inspirer de l'évolution, de générer de la variabilité, de la variation, et puis de sélectionner au sein de cette variabilité. C'est quelque chose qui a été extrêmement étudié, donc ça s'appelle les algorithmes génétiques. Oui. Donc l'idée, effectivement, de faire évoluer des programmes informatiques en s'inspirant des règles de la génétique. Donc en faisant des croisements, en mettant des mutations aléatoires, et donc vraiment en essayant de reproduire, de simuler le
le comportement de l'évolution. Et ça a eu des résultats dans quelques cas. Vous avez l'air sceptique. Disons que c'est pareil, ça demande, à mes yeux, ça équivaut à dire, moi je génère aléatoirement plein de programmes et je les teste. Et par hasard, des fois, il y en a un de temps en temps qui va marcher. Donc je suis assez sceptique sur on va dire, le nombre de combinaisons de programmes qui ont été testés par rapport au nombre de programmes qui marchent pour de vrai. Et donc, mais ça reste un domaine de recherche étudié. Donc vous avez, alors par exemple à Beaubourg, vous avez une chaise qui a été découverte par algorithme génétique. Donc c'est des chercheurs découverte, c'est-à-dire des chercheurs du LRI, donc à Paris Sud, qui à partir d'un simulateur physique ont fait évoluer un programme qui concevait automatiquement une chaise et qui ont fini par trouver quelque chose qui effectivement ressemble à une chaise et qui est exposé aujourd'hui, qui a été sculpté et qui est exposé à Beaubourg. Donc oui, on peut trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, quelque chose qui ne marchera pas. Quelque chose qui est plus intéressant. Donc si je reparle de quelque chose, d'un succès récent de l'intelligence artificielle, donc le jeu de Go. Donc au jeu de Go, on a un programme informatique. Vous disiez au début de l'émission que vous avez vos études il y a 15 ans de ça, on vous enseignait qu'il serait impossible, à jamais impossible de battre. Voilà, donc quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, donc à l'époque ça s'appelait un DEA, tous mes enseignants étaient unanimes de dire que jamais de mon vivant je verrais un programme battre un être humain au jeu de Go. C'était juste un problème qui était trop difficile pour les ordinateurs. Bon, ils se sont trompés. Ah oui. Et j'étais le premier surpris parce que j'y croyais assez fortement, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est DeepMind a réussi à battre un joueur de Go. Et comment ils ont fait? Ils ont exploré des milliards et des milliards de parties et pour des raisons qu'on comprend pas forcément très bien, ont extrait des connaissances qui font que la machine aujourd'hui a plus de connaissances qu'un être humain pour jouer au Go. Elle peut prévoir sans comprendre, pour en revenir. Elle peut prévoir sans comprendre quel est le coup à jouer. Et ce qui est intéressant, donc c'est des questions qu'on s'est posées, c'est de dire, si je répondais un peu sur ce que disait Hubert avant, c'est quand on compare l'humain, est-ce que le joueur humain, lui, il a appris qu'à partir d'un nombre fini de parties, un nombre de parties, donc il a observé, il a joué un nombre de parties qui est beaucoup plus petit que le nombre à jouer de la machine, que la machine a joué. Mais est-ce que c'est comparable ou pas? Et en même temps, l'humain, quand il a appris à jouer, il s'est aussi appuyé sur tout un tas de livres, de connaissances qu'on va appeler connaissances expertes, de maîtres qui l'ont guidé dans son apprentissage. Et donc, il a été capable d'apprendre à partir d'un nombre d'exemples beaucoup plus réduit, mais plus sélectionnés, de connaissances qu'on lui a fournies en disant c'est juste, on va dire, débile de commencer à jouer de cette manière parce que on sait que ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est plutôt là qu'il y a on va dire une comparaison entre soit on part d'une machine qui est capable d'explorer énormément de parties automatiquement avec très peu de connaissances a priori, versus un être humain qui va être beaucoup plus guidé dans son apprentissage. Alors je ne vais pas dire qu'il arrive quand même à peu près au même niveau que la machine la plupart des temps, ou qui au moins n'est pas ridicule face à la machine. Et il y a ces deux formes d'apprentissage qui aujourd'hui sont deux alternatives, et de savoir dans quel cas on va préférer une approche purement, on va dire, un peu automatique, où big data, beaucoup de données avec peu de connaissances, ou au contraire, une approche avec peu de données, mais beaucoup de connaissances a priori, et un expert, un maître qui va pouvoir guider l'apprentissage. Alors comme le temps passe dans cette émission, il y a un dernier thème que j'aimerais bien qu'on aborde, puisqu'il traite directement de science et d'épistémologie. C'est une citation encore du livre d'Hubert Krivine. Il cite un informaticien américain, Chris Anderson, qui dit que grâce à, on a décidé de ne plus utiliser le terme intelligence artificielle, donc on va dire big data par exemple, grâce au big data, grâce à l'accumulation de données, il n'y aura plus besoin de théorie en science, et que le déluge de données, je cite, rend la méthode scientifique obsolète. Hubert Krivine, vous écrivez des pages assez critiques sur cette idée. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre qu'une théorie scientifique, au moins, je ne parle pas des théories dans les sciences sociales, c'est plus compliqué, mais rien qu'une théorie scientifique ne repose pas sur l'accumulation de données. Si on joue à ce jeu-là, on aura la physique d'Aristote. Les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont lourds, etc., etc. Bon, une connaissance scientifique ne résulte pas de ça. Si Newton a fait la théorie de la gravitation, c'est pas parce qu'il a vu plus de pommes tomber que ses prédécesseurs. Bon.
Si Einstein a fait sa théorie de la relativité restreinte ou générale, c'est pas du tout, ça il faut le savoir, c'est pas du tout sur la base de données nouvelles. Il avait les mêmes données que Newton. Et Newton avait en gros les mêmes données que Copernic, et Copernic en gros les mêmes que Ptolémée. Donc c'est ça. Einstein a fait la théorie de la relativité sur la base d'une réflexion critique sur les théories précédentes, et rien d'autre. Bien entendu, ensuite on a fait des expériences historiques très connues et célèbres qui ont permis de vérifier la théorie de la relativité. Mais une théorie, c'est autre chose qu'une accumulation de données. Ça, c'est extrêmement important à piger. Les ondes gravitationnelles, par exemple, c'est pas une big data. Les ondes gravitationnelles on avait prévu qu'une barre de 3 km de long allait osciller. Mais elle va pas osciller comme ça, c'est grotesque. Elle va osciller d'un milliardième de millimètre. C'est absolument invisible et indétectable. C'est pas une big data. On va construire, à coût de millions de dollars, un instrument capable de mettre ça en évidence parce qu'on l'a prévu. Et à son tour, l'existence des ondes gravitationnelles va nous introduire d'autres big data. On va observer le ciel maintenant avec d'autres données que les télescopes, etc., etc. Donc il faut bien comprendre qu'une théorie, c'est autre chose qu'une accumulation de données. Et ça, manifestement, c'est ce qu'Anderson n'a pas compris. Et puis dans la mesure où on coupe pas mal de crédits dans les universités maintenant, c'est assez pratique aussi d'espérer que par miracle, les big data vont remplacer la théorie. Qu'est-ce qu'il y aurait besoin comme théorie nouvelle dans les domaines d'informatique que vous explorez? Quels sont les grands manques? Qu'est-ce qu'il faudrait expliquer? C'est une bonne question. Beaucoup de choses, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que dit Hubert, que les données, c'est pas tout. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on continue à beaucoup progresser grâce aux données. Donc si je parle notamment, par exemple, de la traduction automatique, mais dans plein de domaines, le fait d'accumuler des données, même en physique, on peut espérer que ça aide. Moi, l'exemple que je cite souvent dans mes cours, c'est l'accélérateur de particules. On va générer tellement de données, alors j'ai oublié les chiffres, mais c'est plusieurs téraoctets de données qui sont générées à chaque expérience. On ne peut pas, entre guillemets, faire de la physique comme on faisait à l'école, quand on traçait U égale RI, quand on faisait juste une régression petite linéaire sur notre feuille. Quand on était petit, on a vraiment besoin de machines qui vont nous aider à sélectionner les données, qui vont nous aider à nous dire c'est peut-être là qu'il faut regarder, nous guider. Et donc je pense que, en tout cas à mes yeux, il va vraiment y avoir une interaction entre l'humain et les données médiées par la machine. Et c'est vrai que ça reste pour le moment quelque chose de très empirique, de très ad hoc. Sur chaque cas particulier, on essaye de comprendre, de voir comment est-ce les données peuvent nous aider, comment nous on peut aider les données. Et on n'a pas aider les données au sens savoir ce qu'il faut mesurer et garder. Autant, oui. Et ça reste quelque chose d'extrêmement empirique aujourd'hui, d'un vrai savoir-faire. Et on tâtonne un peu. Et si on pouvait avoir des principes, quelque chose d'un peu plus scientifique, ça nous aiderait beaucoup. Alors, on avance sur cette voie. Donc, pour parler, il y a quelques années, quand le deep learning a commencé à devenir à la mode, c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué de faire fonctionner des algorithmes d'apprentissage profond. Ça demandait, on va dire, beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont sué, pleuré pour faire marcher les algorithmes. Aujourd'hui, on commence à avoir des règles, des idées plus précises de comment les faire marcher, pourquoi ça marche. Il reste encore beaucoup de progrès à faire dans tous ces domaines. Hubert Kevin, il me semble que vous vouliez donner le mot de la fin à une philosophe belge qui s'appelle Antoinette Rouvroy, que vous aimez beaucoup. Oui. Intéressant. Je voudrais citer un tout petit peu de son interview au Monde. Elle dit que, s'en remettre à ce type de calcul, c'est-à-dire par l'intelligence artificielle des big data, etc., traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liaient les phénomènes à leur cause. Ces ambitions de la raison permettaient d'envisager la prévention, d'agir sur les causes pour changer les effets. Au lieu de cela, on se dirige vers un système de pure corrélation. On ne cherche plus à comprendre l'environnement, on cherche à le prédire. Notre rapport au savoir change, mais aussi notre rapport au monde. On se focalise davantage qu'auparavant sur les risques, etc. Voir et comprendre sont supplantés par détecter et prévenir. C'est pas mal écrit, hein ? Donc on peut présenter la chose un peu différemment. Avec la science, on tente d'agir sur le monde. Avec l'IA fétichisée comme elle l'est quelquefois, c'est le monde qui agit sur nous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon. Et puis ça donne, à mon avis, un peu d'éclat à ce vieux Charles Marx, qui affirmait, Charles Marx, je le francise évidemment, qui affirmait en substance qu'il ne s'agit pas tant d'interpréter le monde que de le transformer. Et je trouve que Antoine Rouvroy, qui n'est probablement pas marxiste, mais abonde dans ce sens. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc nous concluons cette émission sur l'intelligence artificielle par un accord unanime que le terme même d'intelligence artificielle ne devrait pas être utilisé, ou du moins pas tant qu'on l'utilise dans le langage commun depuis quelques années. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction sur Mediapart.